Oh, timing presque parfait. Bon week-end à tous, bon dimanche à tous, ça. Comment vas-tu, mec? Je pète la forme. Bon, j'ai pas fini de monter, hein. Là, c'est la tempête de neige dehors, je vois, là. Ah, j'ai un tracteur qui est en train de déblayer le parking. Magnifique. Ah ouais, il bosse tout le temps ici pour déblayer la neige, hein. Et ouais, c'est pas des fonctionnaires, hein. C'est des mecs... C'est des mecs privés qui offrent leur tracteur à la commune. La commune les paye en échange. Et ils bossent, bah s'il faut, H24, pour nettoyer les parkings et tout. Ah, c'est un autre système. Regarde ces connes. Bon, je suis pas là pour raconter la vie en Islande, hein. Bon, du lourd. Petit ODB, ça fait très longtemps que j'avais pas fait un petit ODB hors de bataille sur des divisions ou l'évolution de... Il fait 12 degrés, au secours. Au secours. C'est encore l'hiver, hein. Ah, on est en mars, hein. On est en mars, hein. Ouais, on est en mars, hein. Ouais, ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit ODB. Très longtemps. Et il s'avère que je devais traiter des divisions blindées américaines. Et je manquais un peu de sources, et là j'ai trouvé des très très bonnes sources. Ce qui fait que j'ai pu faire un truc un peu complet. Et on va pouvoir un petit peu expliquer d'où viennent les divisions blindées américaines, puisqu'elles arrivent très tardivement, et elles vont beaucoup évoluer pendant la guerre. Les Américains vont se faire péter le cul, et généralement quand vous faites péter l'anus, vous apprenez de vos erreurs, et vous évoluez pour plus vous faire péter l'anus. Et les Américains vont faire une évolution extrêmement brutale et rapide, en l'espace de 2-3 ans. Pour après arriver sur un système extrêmement fonctionnel qui va perdurer pendant quasiment toute la guerre froide. L'UE risque de te rattraper. Ouais, mais t'entends beaucoup de conneries, mec. Bah, t'es en France, donc forcément, tes médias te racontent 99% de bullshit et tu les gobes, quoi. On- on- Tu as entendu dire que l'Islande allait voter pour rentrer dans l'Europe, c'est ça? Non. Déjà, ils ont déjà voté plusieurs fois, ils ont tout le temps dit non. Là, ils vont tout juste lancer la procédure pour peut-être refaire un référendum qui ne passera pas, tout simplement. Voilà. Je me trompe? On aime les ODB, bien sûr. Bien sûr qu'on aime les ODB. Exact. Vous êtes tellement prévisible. On n'est pas là pour parler de ça. Donc ouais, c'est très particulier les États-Unis. C'est très intéressant et très particulier. C'est un pays particulier, il y a une mentalité américaine très mécanique et très technophile, encore aujourd'hui. Et ça va se ressentir dans les années 40. Parce que, je veux dire, nous, on connaît la Seconde Guerre mondiale, 39-45. On sait que bah, en 40, on va déjà avoir 39-40, on va avoir la guerre mobile allemande, la guerre combinée interarmes allemande qui va venir mettre la pâtée à l'armée française. Et bah, on oublie qu'à l'époque, les Américains, ils ont rien quasiment. Ah, les Américains, les mecs, ils sont à zéro. C'est... Y a rien. Y a rien et ils vont regarder ça très dubitatif, les Américains, en se disant ah ouais, va peut-être falloir qu'on passe la seconde, des 39, et ils vont commencer à... Donc on va pas parler vraiment de tanks à proprement parler, on va plutôt parler de doctrine et de compréhension d'un ordre de bataille, de comment fonctionne une division, d'accord? On va faire du doctrinal, tout simplement. Et on va comprendre d'où vient le doctrinal, pourquoi il est arrivé là, et les conséquences de ça directement sur le terrain. Donc ouais, regardez en 37, un des premiers chars modernes américains, le superbe M1. Ah, il est beau, hein. À l'époque, les Américains, pour eux, un char, ça accompagne l'infanterie, hein. Voilà, il n'y a pas de division blindée avant 39. Il y a des tanks, mais ils sont là, ils sont dans l'infanterie. D'ailleurs, le premier modèle le premier modèle de division blindée s'appelle même pas une division blindée. Ils vont appeler ça un médium. Non, non, même pas. Ils vont appeler ça une infanterie bataillon machin. Mais les Américains vont voir en fait ce qui se passe en Europe. Tout simplement. Ça va être ah oh oh et il nous faut des tanks. Ils vont pas tirer les bonnes conclusions parce qu'ils connaissent pas bien le modèle allemand. Et ils vont se dire, il nous faut des tanks. Il nous faut beaucoup de tanks. Ils vont faire l'erreur logique que beaucoup feront, dont les Anglais.
On va mettre plein de tanks ensemble. Vous avez plein de tanks. Et puis, je vais vous montrer. Pareil, ça c'est un... Octobre 1939. Regardez. Infantry Regiment. Oui, oui. C'est le premier modèle. Ils appellent même pas ça une division blindée. Ils appellent ça un régiment d'infanterie. Problème, il n'y a pas d'infanterie. Il n'y a que des tanks. Parce qu'à l'époque, les tanks ne sont pas, on les considère, faisant partie de l'infanterie. Donc c'est pas une division blindée. C'est littéralement un régiment d'infanterie, mais avec des tanks. Très intéressant, ça c'est resté à un niveau théorique, d'accord. Après ils partiront sur le modèle 42, qui lui sera plus intéressant. Mais bah là vous avez beaucoup de tanks. Vous avez... alors je vais considérer que les gens peut-être connaissent un petit peu tout le côté de... Logo, bataille, voilà, régiment, bataillon, 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 bataillon. Donc là, c'est un régiment, ils appellent ça un régiment d'infanterie, mais c'est littéralement un truc de tank. Et dans le régiment de tank, il n'y a que des tanks. Que des tanks, très très peu de support. En fait, il n'y a pas de support. Si, il y a quelques, il y a les mécanos. Il y a les mécanos. Voici l'idée américaine. L'idée américaine en 39 de faire comme les Allemands. Ils ont simplement viré l'infanterie par des tanks et remplacé par des tanks. Pas d'artillerie, pas de communication, pas d'ingénieur, pas d'AT, pas de DCA, rien. Voici le modèle 39 américain comme ils voient le modèle allemand. Vous voyez ça, c'est une image d'Épinal qu'on a encore aujourd'hui certains. De s'imaginer que les Allemands arrivaient avec les divisions blindées allemandes, des centaines de tanks, pas du tout. Le modèle allemand est un modèle... très tôt d'armes combinées. Pas là. Pas là du tout. Mais bah là vous avez la catastrophe des Américains en 39 qui se disent comment on fait des divisions blindées. Ils savent pas. Ils comprennent pas le modèle allemand, ils ne le connaissent pas. Et ils ont comme nous les images de propagande de tanks qu'ont encore certains. Quand on connaît un peu mieux, on sait que ça c'est absurde. Et bah le problème c'est que les Américains, ça va servir de base de développement. Hop là, regardez, j'aime beaucoup. Hein. Le M2, les mecs. Donc là, déjà, on retrouve les bases de ce qui deviendra après les bons vieux M3, Sherman. Les Américains ont des tanks. Mais rappelez-vous que le tank n'est pas si important que ça. C'est comment vous l'utilisez. On verra les Allemands finir à Moscou avec des 38T, d'accord. Donc c'est... L'important, c'est comment vous utilisez ça. Dans quel écosystème organique, tactico-opérationnel, de comment les armes coopèrent entre elles. Le nombre de tanks n'est pas si important, votre modèle de tank n'est pas si important. Et aussi forcément l'entraînement des soldats à être capable d'appliquer tout ça. Les tanks et le calibre ne sont pas si importants que ce qu'on pense. Il n'y aura qu'à voir les soviets en 41 avaient des meilleurs véhicules en général. Mais leur doctrine était catastrophique. Donc ouais, vous avez... alors, vous avez... pas tant que ça de vieille garde aux US. Quoique si, un peu quand même. Mais vous avez aussi des gens qui ont conscience du problème. Et toute une génération pas trop conne qui vont pousser au cul. On a entre autres McNair, qui sera le premier... c'est un roublard lui, hein. Qui a été le premier commandant des forces terrestres américaines. C'est à lui qu'elle va... en 41-42, et voire même après 43, c'est sur lui que va tomber la lourde tâche d'équiper les divisions. Et forcément, McNair, il voit, vous voulez vraiment 300 tanks? Vous êtes sûr que vous pouvez les utiliser correctement? Et McNair, qui était un vilain roublard, va être extrêmement intelligent à son poste. Il va rester un petit bout de temps d'ailleurs, parce qu'à l'époque, des fois on avait tendance à virer les gens très rapidement. Et ouais, McNair fait partie de cette génération. Vous avez aussi Chaffee. D'ailleurs, Chaffee a donné le nom au char Chaffee. Vous avez le général Chaffee, lui est mort en 41, Chaffee. Mais il fait partie des gens qui avaient compris l'importance des tanks tôt. Et qui vont pousser au cul pour commencer à équiper l'armée américaine. Et faire évoluer les mentalités sur l'usage des blindés. Donc ouais, on a du mal à concevoir que pendant que les Allemands sont en train d'envahir l'Union soviétique, les Américains sont à peine en train de commencer à se dire comment est-ce qu'on fait une division de tanks et comment on l'utilise avec les quelques retours d'expérience qu'ils ont
de la campagne de France. Ils vont faire des énormes erreurs. Ils vont payer très très cher ces erreurs d'ailleurs. Mais ils ont les retours d'expérience où ils vont concentrer des tanks. Ils vont totalement passer à côté de la case. Et c'est normal, les Anglais vont faire la même chose. Dites-vous que les Anglais ont fait la guerre contre les Allemands directement contre eux en 40. Et les Anglais ne tireront pas les leçons. Les Anglais n'ont pas compris ce que les Allemands ont compris en Espagne. Et il faudra attendre 42 pour que les Anglais commencent à savoir faire une vraie division blindée. Les Américains, ça va être un peu la même chose. Donc, on va avoir des gens qui vont pousser au cul et vraiment, on va avoir une énorme impulsion pour faire du matos. Regardez, là, vous avez McNair à gauche et avec Patton. Donc Patton qui fait aussi partie de ces officiers mécanisés. Donc, les Américains ont la chance de partir de zéro. Et ça, c'est chouette, ils ont une feuille blanche. Donc ils ont des tanks, ils ont une feuille blanche, ils ont des gens motivés, et ils ont conscience qu'ils vont aller en guerre. Surtout après décembre 41, de toute façon, ils sont en guerre. Et ils vont créer un modèle de division, ils vont créer une école en Californie pour simuler, ils savent qu'ils vont aller dans le désert. Ils créent énormément de choses. Peut-être trop vite, sans aucun doute. Voici. Alors ça, c'est faux. Dites-vous que là, ils se sont trompés. Puisque ça, c'est le modèle 1942. Voici ce qui va partir en guerre. C'est le modèle... Il y a une première réforme, puis une deuxième réforme. Ça, c'est la deuxième réforme. Voici la division blindée américaine qui va aller dans le désert avec Patton au printemps 43. C'est ce modèle-là qui se fera laminer à Kasserine, dont on reparlera. Voici la division blindée américaine standard. Vous avez 2 régiments blindés. Dans deux régiments blindés, dessous, vous avez 3 bataillons blindés par régiment. Un bataillon léger, généralement sur Stuart, 2 bataillons moyens, généralement sur Sherman ou sur Lee. Tout ça, ça fait environ 350 tanks. Vous voyez là, vous avez 350 tanks. 350 tanks. Vous avez de l'artillerie, sauf que l'artillerie à l'époque, c'est pas des Priest, c'est encore les affreux Half-Track M3 et compagnie, ou de l'artillerie tractée. Vous noterez, il y a un régiment d'infanterie mécanisé. Ça, les Américains ne le savent pas, c'est une catastrophe. Généralement, vous voulez avoir du 1 pour 1. Les Américains, là, tirent des mauvaises leçons. Ils ne le savent pas. Mais vous avez 350 tanks, ce qui est absolument énorme. Et vous avez un régiment mécanisé pour protéger tout ça. Je vais prendre un comparatif. Voici... Hop là. La première Panzer Division. En juin 41. Vous savez combien il y a de tanks ? La première Panzer. Là où une division américaine théorique et pratique... ils feront ça en pratique, théorique pratique, sont à 350 tanks. Là, la première Panzer, en juin 41, est entre 150 et 200 tanks. J'ai le groupe d'armée Nord, le 4e Panzer Group du groupe d'armée Nord, à 3 divisions de Panzer. Là, je le lis. La première Panzer à 156 tanks, donc celle-là, à 156 tanks. La 6e Panzer est à 256 tanks. La 8e Panzer est à 223 tanks. Les Américains ont un modèle incroyablement lourd. Et surtout, les Allemands, grâce à leur gigantesque expérience qu'ils ont accumulée depuis la guerre d'Espagne, vous noterez, ont aussi systématiquement de l'infanterie, beaucoup plus d'infanterie que de tanks, avec l'artillerie mobile qui suit. Ils ont des ingénieurs, de l'AT, ils ont des coms, ils ont bataillon de reconnaissance. Mais c'est la division blindée allemande, quasi parfaite. L'âge d'or des Allemands en 41-42. Et là, vous avez 2 opposés qui se côtoient quasiment. Où les Américains, malheureusement, n'ont pas eu la même expérience que les Allemands, n'ont pas appris comme les Allemands. Et là, vous avez un modèle assez catastrophique. Où vous manquez... La division américaine est trop lourde. Et dites-vous que ça, c'est le modèle réformé. Le modèle, ça c'est le modèle printemps 42 réformé. Le modèle d'avant-réforme, il y a 3 régiments blindés.
3 régiments blindés pour un régiment d'infanterie. C'est McNair qui a gueulé. McNair qui a dit « J'ai quand même vachement l'impression que vos divisions blindées, il y a trop d'hommes et il y a trop d'équipements. Le modèle réformé, celui-là, là, il y a 14 000 hommes et on est sur 350 tanks. » Et c'est une formation extrêmement lourde. Les Américains ont dans la tête, et ça c'est les mauvaises leçons de la bataille de France, des gigantesques formations blindées alignées qui rentrent dans le dispositif ennemi. Pas besoin de support, ça passe crème. Pas besoin d'artillerie, ça passe crème. Le seul feu des tanks suffira à tout anéantir, avec un petit peu d'infanterie dans le doute. Les Américains n'ont pas eu le retour d'expérience des Anglais, mais les Anglais ont eux-mêmes tiré des mauvaises conclusions. Les Anglais vont faire la même chose en pire. Et les Anglais, il faudra attendre Battle Axe en 41, pour que les Anglais comprennent que leur modèle, et c'est aussi de la merde, les Anglais vont faire la même erreur. C'est pas que les Américains, les Anglais aussi, alors que les Anglais se sont battus en France. Pour nous, on a le recul de l'histoire, on comprend le modèle allemand. Mais à l'époque, personne ne l'a compris. Ils ont été tous stupéfaits par le nombre de tanks, ils se sont focalisés sur les tanks, ils sont totalement passés à côté de l'arme combinée. Et les Anglais ont fait cette erreur, ils vont le payer. Les Américains ont fait cette erreur, ils vont le payer aussi très très cher. Donc voilà le modèle de division blindée 42, deuxième réforme, avec deux régiments blindés, un seul régiment d'infanterie mécanisée, de l'artillerie pas adaptée, pas aussi mobile que les tanks. Et on voit que ils ont quand même de la reconnaissance, avec des half-track, des jeeps, mais ça manque énormément de support. Les Américains, ils vont aller en guerre avec ça. Ça va être leur modèle en 42. Et ils vont s'entraîner avec tout ça. Donc, écoutez, voilà. C'est 44. Écoute. En 44, les Allemands, ils ont plus de soldats. Ils ont des enfants, des vieillards et quelques vétérans. Sur le papier, oui. Tactiquement, non. 44, c'est la fin de l'Allemagne, mec. Ils sont cuits, les Allemands. Totalement cuits. Alors oui, ils ont des grandes idées, des belles doctrines. L'âge d'or allemand, c'est 41-42. Quand ils ont une armée de vétérans. C'est ça, l'âge d'or allemand. C'est pour ça qu'ils vont jusqu'à Moscou, et qu'après, l'année d'après, ils vont jusqu'à Stalingrad. L'âge d'or combiné allemand, c'est pas que la doctrine, c'est l'application sur le terrain. Et ça, c'est 41-42. 44, c'est finito. Sur papier, mais le papier, on s'en branle. L'important, c'est l'application tactique sur le terrain. Le papier, moi, je peux aussi t'écrire des trucs incroyables. Par contre, après, l'application sur le terrain, ça va être autre chose. Donc ouais, ils vont créer en Californie tout un centre d'entraînement où ils vont manœuvrer, ils vont faire manœuvrer leur gigantesque formation. Comprenez que c'est pas théorique, hein, c'est pratique. Hein. Ils font ça très très vite. Ils n'ont aucun vétéran, aucune expérience. Ils ont juste beaucoup de tanks, beaucoup de bonnes intentions. Ils vont entraîner tout ça. Il y a des gens, comme McNair, qui ont conscience qu'il y a peut-être quelque chose qui coince. Qu'il y a... Ce qui est dingue, c'est que on a les Allemands en train de foncer vers Stalingrad et en train de faire des dingueries dans les plaines d'Ukraine, là, dans la boucle du Don, quasiment à ce moment-là. Vous voyez? C'est fou, hein. C'est fou, hein. Donc ouais, c'est... Ils vont s'entraîner dans le désert pendant des mois pour rôder tout ça. Et regardez, ça c'est Patton, hein. Patton qui mettait aussi qui était le premier à mettre les mains dans le cambouis. Patton avec son Stuart en Californie. Pas mal, hein. Hop là. Et c'est vrai que ils sont plein de bonnes intentions. Ils ont un modèle ils pensent que leur modèle va être bon parce que ils ont la confiance. Ils ont la confiance et on va envoyer... En novembre 42, on va les envoyer en Afrique du Nord. Novembre 42, Afrique du Nord, Casablanca et compagnie. Et... Là encore, au début, ça va pas trop mal se passer, hein, en novembre 42. Hein. Pourquoi pas? Et le baptême du feu va arriver. Le baptême du feu va arriver... Attendez, j'ai des très belles photos. Donc là, vous avez des lits. Hein. À l'époque, rappelez-vous, quand j'avais fait le lit dans War Tank, le lit était un char de transition que les Américains avaient un peu forcé en service
parce que ils n'avaient pas encore les tourelles de Sherman de disponibles. Donc les Sherman arrivent quelques mois après les Lee, et les deux vont arriver quasiment à quelques mois près. Donc on aura des Sherman et des Lee en service en Afrique du Nord, même si dès l'été 43, il n'y aura plus de Lee, on dégagera les Lee pour uniquement du Sherman. Donc ouais, on aura pas mal de Lee en Afrique. Le Lee, c'est pas un mauvais tank, mais rappelez-vous que le calibre n'est pas important. L'important, c'est la doctrine. Et les Américains vont avoir une très très mauvaise surprise dans le désert. Ils ont pas de bol, les Américains, parce que on a aussi des Stuarts, hein. Regardez, ça c'est les Stuarts en 45, hein. Quand j'avais parlé des Chaffee, les pauvres Stuarts, ils vont les utiliser pendant toute la guerre. Ils étaient au printemps 45, ils étaient en train d'être convertis en Chaffee, mais on avait encore des Stuarts qui étaient là avec leur pauvre 37 mm. Donc c'est un char de reconnaissance, le Chaffee, d'accord. Il est pas là pour tailler, pour aller taper du tank et tout ça. Mais donc dans l'ODB, je vais vous remettre mon petit ODB. Non, voilà. Les Chaffee, ils sont ici, vous voyez. Vous avez le bataillon de reconnaissance à gauche. Vous avez dans le bataillon de reconnaissance, vous avez des light tanks. Dans les scout cars, plus tard, on aura des Greyhound. Et après, on a l'infanterie mécanisée. On peut avoir des half-track et tout ça. Donc ouais, un mauvais général. Non, je suis pas d'accord. Un mauvais général. Un général a le droit de se faire péter la gueule. Désolé, Patton, on lui a donné les mauvaises armes. Et Patton, il va très très vite évoluer. Patton était un excellent général pour le coup. Et Patton, il va vite comprendre où sont les problèmes. Comme dit dans la vie, parfois il faut se péter la gueule pour se relever. Et les Américains vont se relever. Mais ils vont être capables de comprendre leurs erreurs. Parce qu'ils n'ont pas eu la chance de faire la guerre avant. À la fin de la journée, c'est l'expérience qui compte. Hop là. Locust aussi. Alors le Locust à la base est un char aérotransportable. C'était pas un char de reconnaissance dans la profondeur. Hein. Le Locust est un char de para. Et donc ouais, là vous avez donc même les vieux Stuarts qui sont... Ils sont vieux en 45, mais en 41 les Stuarts ils sont pas mal du tout. Hein. Donc ouais, on va avoir Patton. Patton va attaquer en Tunisie. Et malheureusement pour eux, ils affrontent pas n'importe qui, ils affrontent l'Africa Corps. L'Africa Corps, à l'époque, je pense, c'est la meilleure unité du monde. Je le dis directement, l'Africa Corps, c'est la 6ème armée de Paulus, sont probablement qualitativement les 2 meilleures unités sur le champ de bataille. Elles sont épuisées, en sous-effectif, sous-équipées, mais vous avez sûrement la plus grosse proportion de vétérans de toute l'armée allemande. Et bah, l'armée américaine, les premières divisions blindées américaines, vont aller se jeter littéralement dans des mecs qui font ça depuis des années, qui maîtrisent à la perfection la combinaison interarmes et tout ça. Et la bataille de Kasserine va être un désastre pour les Américains. Ils vont perdre plus de 100 tanks en une journée. Les Allemands vont en perdre même pas 2 dizaines, je crois. Et c'est le modèle américain c'est la faillite de la division 42. Les Américains, ils vont tirer les leçons de ce qui s'est passé. Et ils vont comprendre que les tanks ne suffisent pas. Les Américains vont envoyer leurs tanks à la chaîne, sans aucun support. L'artillerie n'est pas arrivée. Les ingénieurs n'ont pas déminé. C'est con, il n'y a pas d'ingénieurs. Il n'y a pas assez d'ingénieurs dans la division. Pas d'ingénieurs. Il n'y a pas d'autres ingénieurs pour mettre des ponts à certains endroits. Il n'y a pas de reconnaissance pour aller sécuriser les lignes de crête. Les Sherman, ils vont se faire tirer dessus par des 88 sur des hauteurs dissimulées. Ça va être du tir au pigeon. Il n'y a pas d'infanterie pour appuyer les attaques. Bah ouais, rappelez-vous, il y a un seul régiment mécanisé d'infanterie pour 2 régiments blindés. Il n'y a pas assez d'infanterie pour protéger les tanks. Et ça va être un désastre. Les tankistes américains vont payer très très cher les erreurs de compréhension et d'analyse du champ de bataille que les villes américaines ont fait des 3 dernières années. Et c'est les tankistes américains qui vont payer très très cher ça. C'est pas une question de mauvais soldats, c'est une question que doctrinalement, la doctrine américaine est mauvaise, lui a salement explosé. Et ouais, et dites-vous que c'est une Africa Corps au bout du rouleau. Hein. Ils affrontent vraiment une Africa Corps épuisée. Et ça vous montre la différence de niveau, vous voyez ? À quel point avoir des vétérans sur un champ de bataille, des unités
du vétéran à tous les niveaux de la chaîne de commandement, je fais toute la différence. C'est pas une question de nombre. Les Américains étaient largement supérieurs dans tous les compartiments. Et ils prennent une branlée cataclysmique, simplement liée à un mauvais usage de leurs équipements. Une erreur, c'est simplement leur doctrine qui est mauvaise. Et ça, ils vont le comprendre tout de suite. Hein. Patton, il est pas con. Hein. Et Patton, il aime pas perdre. Hein. Et ils vont... Cette branlée-là, elle va remonter jusqu'à Washington. Et on va commencer à avoir une guerre après février 43, de dire qu'est-ce qui s'est passé, il faut qu'on réforme. Sauf qu'on est en pleine guerre. C'est pas facile de réformer quand vous êtes avec vos unités sur le champ de bataille. Et on va avoir on a McNair et compagnie qui vont se prendre la tête pour dire qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Il faut tirer les leçons du terrain. Pourquoi on s'est pris une branlée? Et le temps passe. Le temps passe et il n'y a pas de réforme. Et pendant ce temps, les Américains continuent de se battre avec les moyens du bord. Ils ont complètement conscience que leur doctrine est obsolète, ne fonctionne pas face aux Allemands, et que leur système de division ne fonctionne pas. Nous, on sait pourquoi. Hein. Eux, à l'époque, les Américains ne comprennent pas. Ils ont conscience, mais ils disent putain, pourquoi on se fait péter la gueule? Et c'est là où vous avez des gens intelligents qui commencent à se dire ah ouais, mais on voit aussi les Allemands faire. Ne jamais sous-estimer d'avoir un bon maître qui vous pète la gueule. Et les Américains vont beaucoup apprendre avec les Allemands. Très très rapidement. D'ailleurs, Eisenhower dira ça... où j'ai mis Ike On va voir les réformes avec McNair, ouais. Eisenhower dira justement de Kasserine, nous apprenons tous les jours, il dira sobrement, nous apprenons tous les jours, l'important maintenant c'est de ne pas recommencer les mêmes erreurs. Vous voyez? Donc ouais, les Américains ont conscience de leur faiblesse. Ils ont conscience de leur faiblesse et ça déjà c'est une bonne chose. Quand vous êtes prêt à admettre que vous avez fait des erreurs, ça va être plus facile d'évoluer et d'apprendre. Et les Américains vont être en panique d'apprendre des nouvelles choses, de comprendre. Et étonnamment, c'est pas de Washington que va venir la réforme, mais directement de l'armée, sur le terrain. Puisque pendant que ça fait la guerre... Ah voilà Ike, vous voyez pendant que ça fait la guerre, on peut pas juste discuter. Comme je dis, il faut réformer tout de suite. Le modèle est faux. Vous pouvez pas continuer à former des divisions blindées obsolètes. Parce que les Américains finiront la guerre avec 17 divisions blindées quand même. Hein. Il faut prendre ça en main pour éviter de refaire les mêmes erreurs à la chaîne. Et ce qui est fou, c'est que la guerre continue. D'ailleurs, ça c'est Patton justement dans le désert, magnifique. On va avoir l'opération Husky en juillet 43. C'est-à-dire que les Américains continuent. Alors, je trouve ça incroyable, mais quand ils débarquent en Sicile, les Américains, ils sont encore sur leur vieux modèle 42 de division. Le modèle extrêmement rigide, aucune combinaison interarmes, trop de tanks, pas assez de support, pas assez d'infanterie, pas assez d'artillerie mobile, pas assez de communication. Ils vont au carton en Sicile, parce que c'est la guerre. On n'attend pas en attendant de la réforme. Ils vont au carton avec leur vieux modèle de division. Aberrant, quand on y pense. Ils sont encore dans cette rigidité de commandement. Et la Sicile va être le tournant pour les Américains. Ils savent qu'il faut changer. Patton a parfaitement conscience de ça. Donc c'est Patton qui commande le côté américain de l'opération, c'est Alexander chez les Anglais, mais nous c'est les Américains qui nous intéressent. Et Patton va court-circuiter tout le système. Déjà, il va entraîner ses mecs. Il va se rendre compte que l'entraînement était pas bon par rapport à ce que une division blindée doit être capable de faire. Donc Patton va totalement, dans les 2-3 mois avant Husky, mettre des nouveaux programmes d'entraînement, peut-être plus axés justement sur un début de combinaison interarmes, de plus discuter. Il va aussi laisser plus de latitude à ses commandants sur le terrain, en termes d'adaptativité, de évaluer la situation. Et Patton a conscience à l'époque que le système rigide de sa division blindée qu'on lui a donné, le système rigide ne fonctionne pas. Et déjà Patton a en tête
sans le savoir, une doctrine plus adaptative et peut-être plus flexible, qui est la marque de fabrique normalement des formations blindées, qu'ont les Allemands d'ailleurs, mais ça, Patton ne le sait pas. Et c'est vrai que l'opération Husky, en plus l'opération Husky va être intéressante, parce que le terrain est extrêmement difficile en Sicile. C'est les Allemands qui défendent, c'est toujours plus difficile d'attaquer que de défendre. C'est les Américains et les Anglais qui attaquent. Le terrain est montagneux, difficile, mauvaise au niveau communication, les routes et tout ça, c'est de la merde, la Sicile. Et ce qui a, enfin, je trouve ça incroyable, moi. Les Américains vont totalement abandonner leur système doctrinal. Ils vont... Et ça vient du dessus. Comme dit Jadek, hein, ça ressemble aux Allemands de laisser de l'autonomie aux gens sur le terrain. Les Américains étaient très bons là-dedans. Les Américains étaient très très bons là-dedans. Et les Américains vont commencer à partir en roue libre. Un mélange de survivabilité, parce qu'il faut survivre, il faut attaquer, terrain extrêmement difficile. Et on se rend compte que là, les masses de tanks, comme en Tunisie, les masses de tanks ne servent strictement à rien. Pour attaquer des positions allemandes retranchées sur des routes étroites, il va falloir commencer à coordonner plein de petits groupes. Des ingénieurs, de l'artillerie, du support aérien, des attaques de tanks. Et ils vont commencer à faire ce que... Il y a un nom allemand pour ça. Quel est le nom doctrinal allemand pour ça? Que les Allemands ont inventé? Il y a un nom doctrinal à ce que vont faire les Américains en Sicile? Par adaptation? Le Kampfgruppe, absolument. Les Américains en Sicile, parce qu'ils sont face à une situation difficile, et leur doctrine n'est pas bonne, vont abandonner leur doctrine, naturellement. Et les Allemands vont commencer à faire des Kampfgruppe en Sicile. Et ça, c'est le tournant des Américains qui va faire la différence en termes d'adaptation et qui va totalement bousculer tout ce que les Américains faisaient avant. Ils vont commencer à faire des Kampfgruppe en Sicile parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils vont commencer à faire de l'interarme parce que vous pouvez pas juste attaquer stupidement avec des tanks. Et les Américains, un peu sans s'en rendre compte, vont faire de l'allemande, ce que les Allemands ont appris en Espagne d'ailleurs. Hein, les Allemands ont appris ça très très tôt. Et après même en 39-40. Et les Américains vont le faire de même. Vont l'apprendre de même en laissant pleine latitude à leurs commandants. Parfois ça sera pas bon, parfois ça passera très très bien. Mais vous avez le modèle moderne américain va débuter en Sicile. Voilà. Pourquoi ne pas avoir formé les USA? C'est plus compliqué que ça. C'est... Déjà, ils se détestaient. Je vois mal Alexander aller voir Patton et lui dire écoute, je vais t'apprendre à faire une division blindée. Sachant qu'un an avant, il se faisait aussi péter la gueule dans le désert. Voilà. Donc ouais, vous avez les Américains qui vont commencer à faire du Kampfgruppe. Et ça, ces retours d'expérience vont directement finir à Washington. Et vont avoir une influence énorme sur la dernière grande réforme américaine qui arrivera à l'automne 43. La plus grosse, importante, je pense, réforme de l'histoire de l'arme blindée américaine. Voici ce qu'ils appellent la configuration légère. La division blindée configuration légère 43-45. Ça vient directement d'après la Sicile, des leçons de Sicile, ça a été très rapide à mettre en place. Et ça, c'est incroyable. Comprenez que les Allemands, les Kampfgruppe allemands, donc qu'est-ce que j'appelle par un Kampfgruppe? Peut-être que les gens ne savent pas. Généralement, une division, je vais vous remettre le modèle 42. Laissez-moi retrouver mon modèle 42. Non. Voilà. Une division classique, c'est extrêmement rigide. Vous voyez, vous engagez votre régiment, et votre régiment prend ses ordres de la brigade. Et puis le régiment va avancer avec tous ses tanks. Ou alors, vous voyez, il n'y a pas de coopération interarmes dans cette vision. C'est pas du Kampfgruppe. Un Kampfgruppe, c'est quoi? Vous allez avoir le commandement de régiment
ici, qui va aller, on va le mettre sous son commandement de l'artillerie d'un autre régiment. Il s'avère qu'il a besoin d'un jet à l'instant T et peut-être de communication pour de l'appuyère. On va lui donner la compagnie de télécom du commandement et voici un couvre-feu. Un couvre-feu, c'est quoi? Adaptation brutale à une situation T. Vous donnez à un commandant, compétent si possible, les éléments capables d'accomplir sa mission. Pour ça, en piochant directement dans tous les éléments de la division, voire du corps d'armée ou de tout ce qui traîne. Ça serait la définition d'un camp groupeux. C'est de l'adaptation. En fait, c'est de l'ultra flexibilité tactique. A contrario de la rigidité d'une formation classique. C'est l'opposé de ça. Un camp groupeux, c'est un énorme méli-mélo et vous prenez ce que vous avez besoin. Et les Américains, avant ça, faisaient de l'ultra rigidité. En Tunisie, puis après en Sicile, ils vont découvrir la flexibilité à l'allemande. C'est une boîte à outils, j'appellerais ça un couteau suisse. Ce que t'as là, la division 42 à l'américaine, c'est une machette. Poum, poum. Ça, c'est un couteau suisse. Je vais expliquer. Là où les Allemands ont jamais mis de façon organique sur papier le Kampfgruppe, on considérait que c'était acquis. Vous verrez jamais un Kampfgruppe marqué sur un organigramme allemand. C'était quelque chose lié à une situation sur le terrain, d'accord? C'était pratique, pas théorique. Les Américains, eux, vont faire les deux. Donc voici, à l'automne-hiver 43, après que les leçons de Tunisie soient remontées, sûrement avec Patton, qui a dû passer des coups de téléphone et envoyer des mémos en urgence, les théoriciens vont faire péter ça. Ça, c'est incroyable. Parce que personne n'a ça, à part les Américains. Vous pouvez voir que tout a changé. Déjà, ils ont supprimé encore une centaine de tanks. Vous vous rappelez, il y avait près de 350 tanks dans le modèle 42. Là, on est sur... attendez, calculator. Je vais faire des maths. 168 plus 72. On est sur 240 tanks. Vous me direz, c'est encore plus que les divisions allemandes les mieux loties en 41. Mais le nombre de tanks s'est effondré par rapport à ce que les Américains... Mais pour faire simple, les Américains comprennent que les tanks ne sont qu'une petite partie de la division blindée. Et le but n'est pas d'avoir un maximum de tanks, mais un maximum de capacité. Et donc ils ont réduit encore le nombre de tanks, puisque là, on n'a plus que un bataillon blindé, avec des compagnies. Et là, ça y est, ils ont compris, regardez. Un bataillon blindé, un bataillon mécanisé. Ils ont compris qu'il faut un bataillon d'infanterie pour protéger un bataillon de tank. On n'est plus sur du 2 pour 1, mais du 1 pour 1. On retrouve un modèle allemand classique. Ils ont aussi standardisé avec des pièces plus lourdes. On est sur du Priest maintenant. Vous voyez? Ils ont Vous les voyez là, attendez. On a de l'artillerie portée. Ça, c'est du Priest. Ils ont supprimé tous les autres canons tractés par des machins. Et dans les divisions blindées, ils vont mettre uniquement du Priest. Par mois pour en arriver, t'inquiète pas, les tanks, les Américains. C'est la force des Américains. C'est l'industrie. D'accord? Ça produit. Donc aligner des tanks n'est pas un problème, avec la logistique qui suit en plus. Donc ouais, ils vont standardiser l'artillerie sur des modèles mobiles, flexibles et puissants. Ils vont alléger le nombre de tanks pour les aligner, un bataillon de protection. Et surtout, regardez ça. Vous savez ce que c'est, ça? Les CCA, CCB, CCR, c'est ce qui rend cette division incroyable. Généralement, dans quelque chose de... Dans une division normale. Attendez, laissez-moi retrouver. On va de haut en bas, d'accord? Vous voyez là, le régiment commande le bataillon. Logique, non? Vous avez le commandant au-dessus, donc c'est le régiment commande le bataillon, et vous avez l'état-major commande tout le reste. C'est des Kampfgruppe, les mecs. Ça là, c'est des combat command, combat commande A, combat commande B, combat commande réserve. Ce sont des états-majors qui attendent. Ce sont littéralement personne commande
Et c'est ce qui est incroyable, c'est que personne commande ça. Personne les commande, à part l'état-major divisionnaire. Là, vous avez 3 états-majors tactiques. C'est une nouvelle forme de guerre où on a 3 commandements tactiques qui attendent. Ce sont des Kampfgruppe en attente. Et eux, là, imaginons ça va au combat, cette division, et on tombe sur une position fortifiée allemande. Vous allez avoir le groupe de combat A qui va dire « J'ai besoin d'un tank, de 2 compagnies d'artillerie, j'ai besoin des ingénieurs de la division, et j'ai besoin de la reconnaissance. » Et on va lui donner ça pour accomplir la situation. Au même moment, le groupe de combat B dit « Moi, je suis tombé sur que des tanks allemands en contre-attaque, j'ai besoin aussi d'un peu d'artillerie, et aussi des chars moyens. » Et le but, c'est de l'ultra-flexibilité de champ de bataille, où chaque groupe de combat prend ce qu'il a besoin par rapport à la situation. C'est de l'ultra-flexibilité. Les Allemands, eux, l'ont jamais mis sur le papier. Les Américains l'ont mis sur le papier en novembre 43. C'est ce qu'on appelle des groupes de combat, des combat command. Et c'est quand l'opération est terminée, on finit tout. On repart à zéro. Tout le monde reprend sa place. Et après, nouvelle situation qui arrive sur le champ de bataille. Allez savoir ce que ça peut être. Contre-attaque, attaque, défense, blabla. Et là, on recrée ces groupes de combat flexibles. Et on leur donne ce qu'ils ont besoin pour gérer la situation. Et vous avez 3 groupes de combat. Le CCR, c'est le Reserve. Vous avez même un groupe de combat de réserve. Et c'est absolument dingue de voir ça. Les Américains, en l'espace de 2 ans, sont passés, 2 ans et demi, sont passés à un système affreux, rigide, à de l'ultra-flexibilité de guerre froide. Ça, c'est de la flexibilité de guerre froide, les mecs. Et c'est parce qu'ils se sont fait péter la gueule, et qu'ils se sont retrouvés en Sicile, avec un système obsolète, et ils ont dû s'adapter, en étant intelligents, pour survivre, et en plus gagner. Et ils en ont conclu que les Kampfgruppe étaient le meilleur système. Ils ont fait de l'allemande à vitesse x-V. En plus de ça, ils ont appris des Allemands. Ils ont aussi vu que les Allemands étaient extrêmement flexibles sur le champ de bataille. Ils ont eu la chance d'avoir un maître qui a dominé ce pan doctrinal. Et l'élève a presque dépassé le maître très rapidement. Parce que là, vous avez les Américains qui inventent cette espèce de formation ultra mobile. Et ils vont convertir quasiment toute leur division blindée sur ce modèle-là, ultra flexible. Et c'est un couteau suisse. Là où la division 42 est une machette, c'est un couteau suisse. Je crois que c'est le général Danvers qui dira que, en 43 justement, on a compris que l'important c'est pas le nombre de tanks, mais la capacité à appuyer les tanks avec le maximum d'éléments sur le champ de bataille de support. Et en fait, en diminuant le nombre de tanks, on augmente notre puissance de feu, tout en diminuant nos contraintes logistiques. Parce que pendant ce temps-là, n'oubliez pas que les Américains doivent envoyer à l'autre bout du monde leur division. On a McNair qui est aussi... Laissez-moi trouver... non, où est-ce qu'il est mon McNair attendez, je retrouve plus ma réforme. Ah, voilà. On a aussi McNair qui, lui, fait les maths de combien de bateaux il faut pour déployer des Sherman et tout ça. Et McNair, qui était le premier à gueuler en 42 que les divisions avaient trop d'équipement, trop de personnel, et ben McNair, il va pouvoir tout voir à la baisse. Et on va passer quasiment, comme je dis, de 350 tanks, ils vont supprimer des quantités absurdes de tanks, parce que c'est inutile. Trop de tanks, trop de contraintes logistiques, faut déplacer ça par la mer, et c'est vrai que ouais, les Américains vont bien s'en sortir, mais ils ont appris à la dure. C'est le terrain qui les a éduqués. Et c'est vrai que les Japonais, par exemple, n'avaient pas cette mentalité d'apprentissage, d'adaptabilité. Et ça les fera finir dans des situations catastrophiques sur le champ de bataille. Alors que les Américains se sont fait péter la gueule, mais ont été capables d'apprendre à une vitesse incroyable, s'adapter très rapidement, évoluer, quitte à jeter toute leur doctrine. Vous savez, il faut avoir une paire de couilles pour aller au combat sans ces doctrines. Généralement, on considère la doctrine, on peut pas faire sans. Attendez, hop. Vous allez vous reposer sur votre doctrine parce que c'est ce qui a été conçu pour vous. En Sicile, les Américains ont jeté des bouquins de doctrine. Il faut comprendre qu'ils sont allés à
à la guerre sans doctrine. Parce que leur doctrine de Tunisie, ils avaient conscience qu'elle était mauvaise. Ils auraient pu la garder, ça aurait été un abattoir. Au lieu de ça, ils ont compris, ok, ça fonctionne pas. On jette tout, et on va essayer juste de faire, on va essayer de réagir au terrain. Et sans le savoir, ils ont inventé leur propre Kampfgruppe. Ils sont arrivés à la même conclusion que les Allemands, que parfois la doctrine, ça sert un peu à rien, et que l'ultra-flexibilité, c'est ça la doctrine. Adaptativité, ça sert à rien d'écrire des bouquins comme ça, parce que aucun bouquin ne peut être parfaitement adapté à une situation. Et autant attendre que la situation arrive et avoir les outils possibles pour s'adapter à cette situation. Et bah cette situation, c'est cette réforme qui arrive en novembre 43. Elle est incroyable cette réforme. Et ouais, la solution était de réduire le nombre de tanks et de... Ils ont ajusté avec de l'aérien ensuite. Ils ont même... Alors après, ils sont allés encore plus loin. Ils ont créé... Leur Kampfgruppe ne s'appliquait pas qu'à leur division. Les Kampfgruppe pouvaient aussi aller prendre dans d'autres unités. Et par exemple là, tu remarqueras qu'il n'y a pas d'entière. Il n'y a pas d'entière, mais les divisions américaines avaient de l'entière. Parce que généralement, t'avais après des bataillons, machin, ils allaient prendre les unités. En fait, l'armée américaine est ultra flexible. D'accord? Les unités se baladent. Là, vous avez la division blindée. Ils ont fait 16 ou 17 divisions blindées pendant la guerre. Sauf que vous avez aussi des bataillons indépendants de chars et anti-chars en M10. Vous voyez? Vous avez 70 bataillons de chars indépendants. Alors peut-être pour ceux qui connaissent un peu plus le modèle allemand, les Allemands ont fait la même chose avec les chars Tigres. Ce qu'on appelle les Schweres Panzerabteilung et aussi avec les chasseurs de chars lourds. Les Schweres Panzerjägerabteilung. Donc les Allemands avaient aussi des bataillons de chars indépendants qui se baladaient d'endroit en endroit, là où il y avait besoin d'eux. Bah, les Américains vont faire exactement la même chose. Donc non seulement les Américains ont leur division blindée classique, qui sont là pour l'exploitation, ce que vous avez là, c'est des fantastiques forces pour exploiter, d'accord? C'est fait pour de... C'est super flexible, ça peut défendre et attaquer en même temps, mais c'est pas fait pour être statique. C'est fait pour être ultra dynamique. Mais c'est pas fait forcément pour coopérer avec l'infanterie, avec des divisions d'infanterie. Et les Américains, pour compenser ça, vont créer des bataillons de chars indépendants qui, eux, seront souvent liés à des divisions d'infanterie. Donc une division d'infanterie américaine ne bosse pas forcément avec les divisions blindées, mais va avoir rattaché à elle un bataillon de chars. Que ce soit un bataillon de chars classique ou alors de chasseurs de chars comme du M10 par exemple. Donc en plus des divisions blindées, vous avez des bataillons de chars indépendants qui se baladent sur le front pour appuyer et accompagner l'infanterie. C'est très impressionnant le modèle américain. Et le fait qu'il soit arrivé à ces conclusions... Alors, ça aide d'avoir une logistique et des capacités industrielles quasiment illimitées, d'accord? Mais il y a eu la matière grise pour s'adapter au terrain. On aurait pu se dire, ah non, on est les plus forts, on n'apprend pas, on va vous péter la gueule. Non, ils se sont fait péter la gueule, malgré tous leurs avantages majeurs dans certains compartiments logistiques et industriels. Ils se sont remis en question. On regardait ce que faisaient les Allemands aussi, et ont pondu cette petite merveille. Et c'est très très impressionnant. D'ailleurs, regardez en termes de chiffres. Vous avez là le modèle, vous avez le modèle 40, 42 et 43. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la division 43, la division légère. Regardez un peu comment le nombre de tanks a dégringolé. Le modèle 42, qui était, vous vous rappelez, le modèle 42, là, c'est les divisions qui se sont fait péter la gueule à Kasserine. On est passé de 232 tanks moyens à 186 en 43. Light tank. On est tombé de 158 tanks légers à 77. Le nombre de personnel, 14 000 hommes à 10 000. Le nombre de compagnies de tanks, de 18 compagnies de tanks à 12. Et là, on voit que l'infanterie, bah, il y a plus d'infanterie désormais. Ils ont appris qu'il faut de l'infanterie dans une division blindée. Donc il y a plus d'infanterie et d'infanterie combattante dans le modèle 43 que le modèle 42. Et je pense que ça, c'est les mitrailleuses. Le nombre de mitrailleuses a explosé, les 12-7, dans la division 43. Et donc vous avez une augmentation de la puissance de feu, terrifiante, une augmentation du support, et tous les tanks se sont pété la gueule en termes de nombre. C'est beau. Ils ont augmenté leur puissance de feu, leur adaptabilité, leur survivabilité, en réduisant le nombre de tanks, et en augmentant tout le reste. Les Anglais feront les mêmes conclusions. Les Allemands feront les mêmes conclusions. Les Soviets feront les mêmes conclusions. Voilà.
À quoi sert un light tank? Reconnaissance tactique. Les Stuart que j'ai montré plus haut, tu vois, les Stuart, char léger 45, tu mets pas ça face à un panthère, on est clair. Par contre, ça c'est fait pour aller faire de la petite reconnaissance tactique dans la profondeur. Et éventuellement, ça peut traiter des cibles légères. Tu tombes sur un nid de MG, le 37 mm, il fait le boulot. Par contre, oui, c'est pas fait pour aller taper du char. Donc quand on voit les... Attends, je vais te remettre le... Laisse-moi retrouver mon petit... Voilà. Là, medium, light tank, ils ont encore quelques Stuart, mais c'est surtout dans la reconnaissance que tu vas avoir des véhicules. Tu vois, dans la cavalerie mécanisée, tu auras peut-être quelques Stuart. Voilà. Mais tout ça est extrêmement flexible. C'est-à-dire que tu peux piocher des tanks de la... La flexibilité est folle. Ils peuvent piocher des tanks dans la reconnaissance pour les mettre selon les besoins. Comme dit, ils prennent ce qu'ils ont besoin. Les combat groups. Ils prennent ce qu'ils veulent et ils font des task force. C'est un terme unique que vous verrez aux Américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Ils créent des Kampfgruppe, nous on va appeler ça des espèces de task force. Une force avec une tâche. Et ce sont les Kampfgruppe allemands, les task force. Et les task force sont entourés, sont créés autour de combat command. Et ces combat command, c'est ce qu'on voit à gauche là. Et vous verrez souvent les Américains, on voit des noms bizarres comme task force, mais on se demande mais c'est quoi une task force? C'est une division? C'est quoi? Non, en fait, c'est un bric-à-brac de plein d'unités, tout comme étaient les Kampfgruppe allemands. Voilà. Et donc ouais, c'est une petite révolution. Mais on voit l'évolution en l'espace de quelques mois. D'ailleurs, cette incroyable capacité d'adaptation va être extrêmement utile quelques mois plus tard. Entre autres... Alors, à Anzio, ils vont apprécier cette flexibilité. J'ai pas la bataille d'Anzio, le débarquement d'Anzio, en soi, ça s'est pas bien passé pour les Alliés. Mais cette ultra flexibilité qui va être appliquée pour la première fois à Anzio va être extrêmement appréciée. Les Américains savent qu'ils ont un bon modèle de division à Anzio. Parce qu'ils vont repousser des contre-attaques allemandes et tout ça. Il y a de l'ultra flexibilité dans le commandement, tout va très vite. C'est quelque chose qu'ils n'avaient pas en fait en Tunisie. On est vraiment passé de... L'évolution a été incroyable en l'espace de 2 ans. Un autre challenge pendant le débarquement en Normandie, ça va être le bocage. Le bocage, les Américains entre autres derrière Saint-Lô, devant Saint-Lô, derrière Saint-Lô, les Américains vont se casser les dents, entre autres des divisions blindées américaines, sur le bocage. Il y a un rapport de la 3e armée en juillet 44 qui dit que en 2 semaines, ils ont perdu 100 tanks. Simplement, des tanks qui... Les Américains au début vont se reposer sur la puissance des chars. Et le problème du bocage, c'est que... Alors le bocage, c'est un terrain ultra compartimenté, d'accord? Des lignes de haies de partout. Les Allemands vont être les rois des embuscades dans le bocage. Et les Américains, au début, vont avoir beaucoup de mal à s'adapter au bocage. Ils vont pas comprendre. Comme dit, l'armée américaine, elle a pas été... La division blindée américaine standard, vous avez vu, est ultra flexible, ultra mobile. Et là, d'un coup, on se retrouve à faire une espèce de guerre de lignes de haies. Et c'est là où la flexibilité va servir. L'innovation. Les commandants, globalement, vous leur donnez des éléments et c'est à eux de réussir à trouver des solutions. Et les commandants US vont parvenir à réécrire, en l'espace de quelques semaines, toute une nouvelle doctrine d'emploi des moyens qu'ils ont. Parce qu'ils ont toute une panoplie de moyens, on l'a vu dans la division. Ça va des ingénieurs, aux tanks, à l'artillerie. Ils vont réécrire une doctrine uniquement prévue pour le bocage. Et pour gérer les défenses allemandes dans le bocage. On va commencer à faire des rhinos. On va mettre des énormes Sherman avec des lames d'acier à l'avant. On va commencer à sécuriser une ligne de haies. Ils vont théoriser le nettoyage de ligne de haies après ligne de haies. Et la mise en application de ces nouvelles doctrines va permettre aux Américains de mieux s'en sortir dans le bocage. Alors qu'initialement, le bocage a été un désastre pour les Américains. Mais ils vont simplement s'adapter. Et leur nouveau modèle de division leur permet des dingueries en termes d'adaptation. Une flexibilité. La flexibilité vous permet une adaptation rapide face à une nouvelle situation. Et le bocage est une nouvelle situation. Les Américains vont se faire péter la gueule. Ils vont analyser pourquoi on se fait péter la gueule. Qu'est-ce qu'il nous faudrait? Comment est-ce qu'on peut contrer ça? Réflexion. Adaptation directement pratique sur le terrain. Pas besoin d'écrire des livres. On apprend aux commandants de compagnie à utiliser leurs outils. On apprend à coordonner tout ça.
Et en l'espace de quelques semaines, les Américains vont commencer à voir leurs pertes se péter la gueule dans le bocage, parce que justement, ils ont inventé une nouvelle doctrine de combat. Juste pour ça. Et ça, c'est la fantastique adaptabilité de l'armée américaine. Ça a de la gueule, hein. On a du mal à croire que c'est ces mêmes mecs qui se sont fait péter la gueule à Kasserine parce qu'ils savaient pas comment faire de l'interarme, vous voyez. Donc là, vous avez encore des... regardez-moi ça. Le bocage. Et la capacité de custom absolument. Le Sherman est très très pratique. Et le fait qu'ils en aient beaucoup aussi, c'est pratique, vous savez. Hein, quand vous perdez un tank, j'ai déjà souvent expliqué pourquoi je pense que le Sherman est le meilleur char de la guerre, malgré ses faiblesses. Mais c'est vrai qu'avoir un char aussi bon, simple et rustique, qui peut faire tellement de choses... Bon, d'accord, il n'est pas fait pour affronter certains véhicules. Mais il y a d'autres véhicules qui sont là pour traiter ces véhicules, justement. D'ailleurs, regardez, je vous parlais des bataillons de chasseurs de chars. Regardez, ça, Mars 44, vous avez un bataillon. Donc ça, c'est pas une division, les mecs. C'est un bataillon indépendant de chasseurs de chars. Sur M10. Eux sont juste là pour se balader sur le front. Ils peuvent être rattachés à une division blindée, standard, parce que vous pouvez vous en douter, leur métier à eux est de chasser les chars allemands, d'accord? Et ça vient aussi de la Tunisie. Pendant les combats en Tunisie, il s'avère que les Américains, par dépit, utilisaient les chasseurs de chars comme canons d'assaut. Alors qu'ils sont absolument pas faits pour ça. Et ils étaient aussi très mal engagés, ce qui fait qu'ils se faisaient péter la gueule par les chars allemands. Donc il y a eu toute une réforme autour de ces bataillons de chars, de chasseurs de chars, pour justement leur donner de la flexibilité, de la mobilité, qu'on soit pas tenté de les utiliser comme des tanks standards, mais vraiment comme utiliser leurs atouts au maximum. Donc là, dans le bataillon indépendant, c'est une micro-division blindée, sauf que vous noterez qu'il n'y a pas d'infanterie. Parce qu'il est là pour être rattaché à de l'infanterie. C'est l'infanterie de la division auquel il va être rattaché, ou alors à la division blindée, qui va fournir l'infanterie de support. Donc eux sont encore plus flexibles et mobiles, parce que c'est quasiment que des tanks. Intéressant, hein. On est sur un modèle ultra lourd et ultra mobile, mais qui va être... Il n'est pas là pour être seul. Il est là pour amener du punch à une unité. Et c'est cette unité qui va fournir la protection. Donc là, vous avez 3 compagnies blindées en tank destroyer, du M10. Vous avez de la reconnaissance, sûrement du Greyhound, des Jeeps, ce genre de choses. Donc, c'est très intéressant de voir une compagnie de reco. Et on a une compagnie de soutien avec les mécanos, communication et forcément intelligence, renseignement, administratif. Bah ouais, la DRH, hein, indispensable, hein, Jacqueline. Hein, et tout ce qui touche le ravitaillement, maintenance et compagnie. Là, vous avez un autre modèle et un... Là, c'est des tanks destroyers, mais vous pouvez avoir la même chose avec des bataillons de tanks. Vous allez avoir des Sherman et compagnie, mais qui ne sont pas des divisions blindées et ils sont sans infanterie aussi. Voilà. C'est de l'appui, absolument. C'est de l'appui, c'est du support. C'est dingue de se dire, parce que c'est une puissance de feu terrifiante, mais ce que vous avez là, c'est un bataillon de support anti-char, mobile. Les Allemands ont la même chose. Les Allemands ont ce que je vais appeler les Schweres-Panzer Jägerabteilung, où vous allez mettre les Nashorn, les éléphantes et tout ça. Et les Américains ont fait la même chose, mais en plus léger. Et tout ça, ça se balade sur le front. Vous pouvez vous en douter, eux, leur job est de chasser les tanks allemands. Ils sont pas là pour aller taper de l'infanterie allemande à la con. Eux sont là pour chasser les tanks allemands, les lourds allemands, et c'est leur seul boulot. Donc l'armée américaine a tellement évolué en quelques années. Je trouve ça toujours assez incroyable. Alors, ils vont sortir du bocage, les Américains. On va avoir la percée d'Avranches, où les Allemands vont craquer avec après la contre-offensive de Mortain. Les Allemands vont essayer de contre-attaquer pour fermer Avranches, ils vont échouer. Mais la guerre de mouvement va reprendre. Et la doctrine du bocage, on va la garder précieusement de côté. Rien ne se perd. Peut-être qu'un jour ça sera réutilisé, peut-être qu'un jour on va tomber sur un terrain un peu similaire au bocage, je ne sais pas où. Et on pourra ressortir ça. Et comment on fait les anciens? Comment on a fait il y a quelques années? Quand on était dans un terrain difficile, là, on a fait comme ça, intéressant. Et ça donnera des idées. L'hyperflexibilité, l'innovation,
Ça se perd pas. Ça se perd pas, ça se conserve. Et là, ils vont mettre de côté le bocage, puisqu'ils vont quitter le bocage. Et après, ils vont reprendre la guerre de mouvement. Ils vont tellement reprendre la guerre de mouvement que ça va finir jusqu'à Paris et à la frontière allemande quasiment. Ça va être une course. Ça va d'ailleurs mettre les services de ravitaillement US sous une pression dingue. Pour faire simple, ils vont tomber en panne d'essence. Les Anglais et les Allemands... Les Anglais et les Américains vont tomber en panne d'essence en septembre 44 parce que ils ont fait 500-600 km dans la verte et ils tombé qu'en 45. Je crois que Lorient, Royan, La Rochelle, toutes les poches, ce qu'on appelle les poches de l'Atlantique, sont tombées assez tardivement. Donc ouais, c'est la logistique qui va craquer pour les Américains, mais ça, c'est normal dans une offensive mécanisée. Toute offensive mécanisée, généralement, s'épuise au bout de 400-500 km. Déjà, les Américains ont parcouru un territoire assez dingue. Et c'est vrai qu'ils auront leurs propres limites logistiques aussi. Et ouais, c'était la guerre entre commandants américains. On a même eu des unités américaines qui allaient braquer de l'essence. À la log, on mettait un flingue sous le nez des logisticiens et on piquait l'essence qui était attribuée à une autre unité. Il y aura des incidents graves avec des officiers relevés et toutes leurs fonctions parce qu'il y aura eu des généraux qui disaient allez, il y a un convoi d'essence qui va passer à telle heure, allez me le choper. Et ouais, il y aura des dingueries qui vont se passer à l'automne 44 autour de la logistique, de la Red Bull Express et tout ça. Mais ouais, ça vous dit un petit peu le merdier. Et on aura aussi, comme je dis, des nouveaux blindés qui vont être introduits. Donc à toute cette hyper flexibilité, on aura là le bon vieux Shafir, qui lui va remplacer le M3 et qui va amener encore plus de puissance de feu à la reconnaissance. C'est vrai que la reconnaissance américaine manquait de punch. Le pauvre Stuart, il tirait la langue. Hein. Mais là, vous allez avoir un véhicule bien mieux adapté. On va aussi après avoir des L4, des M18 en chasseurs de chars qui vont arriver. L'armée américaine va continuer à évoluer, entre autres pour affronter les chars allemands, les lourds allemands. Et le ravitaillement, ça c'est en Normandie par contre. Hop là. Ou importé, tout était importé, mec. Il n'y avait pas d'appro FR. Alors, explique-moi comment on sort de l'essence en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout est amené. C'est pour ça que je vous dis que c'était la logistique américaine est folle, c'est que tout est amené par bateau. C'est incroyable. Et vous avez les Allemands qui sont en charrette à côté. Et pareil, regardez le bon vieux Stuart. Vous avez vu, il tirait la langue le Stuart en 44, dans les bataillons de reconnaissance. Hein. Ah, vous voulez pas aller faire la guerre avec ça. Hein. Et c'est vrai que ouais, les Stuart, pourtant ils étaient increvables. Hein, ils ont fait toute la guerre, les Stuart. Hein. On a même les Pershing qui arriveront aussi au printemps 45. Hop là. Renforcés avec des troncs. Ouais, Patton détestait ça, qu'on mette des troncs ou des sacs de sable sur les véhicules. Vous avez un véhicule de dépannage derrière. Mais ouais, on va avoir les Américains qui vont aussi répondre, malgré leur capacité industrielle folle pour le M4, pour le Sherman, ils vont aussi adapter des véhicules. On va avoir les Sherman à canon 76, on va avoir les Pershing qui vont arriver, et c'est vrai que les chars allemands sont de moins en moins dangereux en fin de guerre. Entre autres grâce à l'introduction de nouveaux équipements extrêmement mobiles, performants, et ouais, et les Américains savent les utiliser aussi. Ça, c'est une force incroyable. Et ouais, tout ça vient de la nouvelle doctrine américaine. Cette ultra flexibilité sur le champ de bataille. Tout, c'est des gigantesques puzzles qui se mettent ensemble. C'est du Kampfgruppe plus que je vais appeler ça. Mais parce qu'aussi, il y a une énorme logistique derrière. Il y a une énorme logistique, il y a toujours de l'essence. C'est assez incroyable de voir l'évolution de l'armée américaine. On a du mal à croire qu'ils ont réussi à faire ça en même pas 2 ans. Mais ils se sont fait péter la gueule. Ils ont pris plein le cul. Ils ont accepté de ravaler leur fierté. Ils ont analysé les erreurs. Et après, ils ont appris avec le terrain en Sicile. La Sicile, je pense, est la campagne la plus... elle n'est pas très connue, la campagne de Sicile. Mais la plus influente pour les Américains, en termes de doctrine. L'évolution de la Sicile, l'émergence des combat command, c'est dingue. Des camps groupés avec des moyens, ouais. Ah putain, ouais. Des camps groupés avec des moyens. C'est exactement ça. Et regardez pour finir. ODB 1956. Donc on est plus de 10 ans après la Seconde Guerre mondiale.
Et regardez une division blindée américaine, la 50e Armored. Regardez ce qu'on retrouve. On retrouve directement Combat Command A, Combat Command B. Ils ont viré les Command Reserve, Combat Command C. Sans aucun doute que maintenant, si je comprends ça, chaque Combat Command a maintenant une petite colonne vertébrale opérationnelle avec des bataillons, mais sûrement que tout est possiblement peut switch, d'accord? Ce que vous avez là est ultra flexible. Mais on a mis les unités sous commandement et on peut tout intervertir, on peut tout faire basculer. Et vous voyez vous avez très peu de tanks. Genre le combat de commande a juste un bataillon de tanks. Et vous voyez les tanks qui sont mélangés à l'infanterie mécanisée, où avant on aurait mis l'infanterie mécanisée séparément. Là maintenant, en 56, directement intégré dans les camps groupeux, on a systématiquement de l'infanterie mécanisée du tank. On voit que le command combat 1 est plus lourd en infanterie méca. A contrario, le command combat B est plus lourd en tank et moins en infanterie méca. Et on peut intervertir s'il y a besoin. Ouais. Tout ça en 56, c'est de l'acquis. C'est de l'acquis, la flexibilité sur le champ de bataille. Et vous, l'artillerie divisionnaire classique, tout le support. Oh, la quantité de support. Le train. Vous avez le bataillon de reconnaissance, les ingénieurs d'assaut mécanisés. Vous avez la compagnie de reconnaissance. Vous avez une compagnie de police militaire. Et vous avez des détachements d'aviation. Je ne sais pas à quoi ça correspond en 56. Ça pourrait être... Je n'ai aucune idée de ce qu'ils appellent des aviation detachment. Ça pourrait être lié à la coopération avec l'attaque au sol, peut-être. Des mecs qui font du signal, j'en sais rien. Mais voilà à quoi ressemble... et on retrouve la structure. C'est une version plus de la structure de 1943 que vous avez là. Et les combat command sont toujours là. C'est vraiment la petite révolution américaine de 43 au niveau doctrine. Des hélicos, je sais pas. Aucune idée. Mais voilà, pour l'évolution des divisions américaines, j'espère que j'ai fait le tour. Comme dit, c'est jamais facile à traiter comme sujet parce que c'est pas très visuel, d'accord? Je sais que c'est pas très bandant de voir des organigrammes de divisions. Hein, on préfère avoir des gros tanks, des gros canons, là, des grands canons veineux allemands à polir. C'est vrai que voir des organigrammes de division en 41... J'essaie d'expliquer, de rendre ça plus clair. Mais ouais, le modèle allemand, le modèle américain est très intéressant. Ils sont arrivés comme des bleu-bits, ils se sont fait défoncer par Rommel, ils ont appris, ils ont tiré les conclusions de leur échec. En Sicile, ils se sont dit, notre système est obsolète, on va venir sans système. C'est très américain ça. La bataille de Midway est un superbe exemple. Ils vont à Midway, les Américains, sans plan de bataille. Généralement, on prépare un plan de bataille quand on va à la guerre, quand on va au combat. À Midway, les Américains n'ont aucun plan de bataille. Ils vont juste dire on improvisera selon les informations qu'on reçoit. Et ça, c'est une qualité américaine. C'est pas des je m'en foutisses, c'est ça sert à rien qu'on prévoit quelque chose si on sait pas sur quoi on va tomber. Vous voyez, c'est très américain. C'est un mélange d'individualisme avec il faut faire le boulot, pas la peine de se prendre la tête, on verra quand ça arrivera et on s'adaptera. C'est très américain. Et c'est une énorme force d'être capable de pas trop planifier, mais de se laisser, d'avoir quand même les moyens, de savoir qu'on a les moyens et de s'adapter. Et c'est une énorme qualité américaine, cette capacité à s'adapter, quitte à se faire péter la gueule, hein, mais à s'adapter, à apprendre et à évoluer très très rapidement face à un ennemi qui est supérieur à vous, doctrinalement parlant. Bon, je vais m'arrêter là. S'il y a des gens qui veulent rajouter des choses, vous pouvez, il y a les commentaires dessous. Et sinon, voilà. Peut-être que j'en referai un de temps en temps, c'est pas les sujets intéressants qui manquent. Voilà. Et sinon, ce soir, minute astrophysique. Petite minute astrophysique, on parlera de la grande ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il y a des centaines de milliers, voire des millions d'astéroïdes. On connaît pas mal de choses de cette ceinture. Donc on ira voir de quoi il s'agit exactement. Et sur ce, je m'arrête là. Passez un bon week-end, un bon dimanche. Peut-être à tout à l'heure. Et bon courage sinon pour les mecs qui bossent demain. Allez, ciao, ciao, salut tout le monde, bye bye.